Aujourd'hui, le plus grand danger pour une opération militaire américaine top secrète, ce n'est pas un agent double ultra sophistiqué, ni même un piratage informatique de haut vol. C'est juste un soldat assis sur son canapé avec un smartphone et l'application d'un marché de paris en ligne. Ouais, c'est une faille de sécurité que même les meilleurs stratèges du renseignement n'auraient absolument pas pu anticiper il y a encore quelques années. Bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur des sources du jour. On est le vendredi 24 avril 2026. Et en épluchant le condensé d'actualité mondiale fourni par Florida pour cette journée, le constat est, disons, assez frappant. On navigue en plein dans un état d'hyper-volatilité. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. L'instabilité est partout. Exactement. Et la mission aujourd'hui, ce n'est pas simplement de lister les nouvelles les unes après les autres. L'objectif, c'est de décoder le fil rouge qui relie tout ça. Bon, décortiquons un peu tout ça. Ensemble, on va voir comment les bouleversements géopolitiques, les scandales technologiques et même les changements radicaux dans la médecine s'entremêlent. Tout est lié en fait. C'est ça. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite précision importante pour ceux qui nous écoutent. Nos sources mentionnent des figures politiques très clivantes, genre Donald Trump ou Nicolas Maduro, et des décisions étatiques vraiment complexes. La règle ici est stricte. Aucune prise de position. On n'est pas là pour juger. Notre rôle, c'est purement d'examiner les faits rapportés, de comprendre la mécanique des événements en restant totalement impartial. C'est essentiel, oui. Pour vraiment comprendre les forces qui remodèlent notre actualité, il faut suspendre tout jugement partisan. Il faut observer les événements comme les rouages d'un système complexe qui est en pleine mutation. Tout à fait. Alors, commençons par ce grand échiquier géopolitique et plus particulièrement au Moyen-Orient. Nos sources indiquent qu'un fragile cessez-le-feu de 3 semaines a été obtenu entre Israël et le Liban. Et ça, suite à des pourparlers à la Maison-Blanche. Sur le papier, c'est une avancée diplomatique classique. Sur le papier, ouais. Mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire. Le Hezbollah rejette publiquement l'accord. Il le qualifie de, je cite, dénué de sens. Et de son côté, Israël a déjà lancé de nouvelles frappes. Moi, ça me fait penser à... C'est comme observer un iceberg, en fait. La diplomatie officielle qu'on voit aux infos, c'est la petite partie visible. Mais les manœuvres militaires réelles, c'est la masse écrasante et dangereuse juste sous la surface. Comment on peut encore parler d'apaisement diplomatique quand les bombes continuent de tomber ? Ce qui est fascinant ici, c'est justement la mécanique de cette diplomatie à deux vitesses. Historiquement, tu vois, un cessez-le-feu, c'était un point d'arrêt absolu. Ça nécessitait vraiment l'adhésion de tous les acteurs avant d'être annoncé publiquement. Un vrai bouton pause, quoi. Exactement, un bouton pause. Mais aujourd'hui, on assiste à une utilisation complètement asymétrique de la diplomatie. L'annonce à la Maison-Blanche, en fait, elle sert surtout à créer une réalité politique internationale. Elle pose un cadre légal, un cadre médiatique. D'accord. Mais sur le terrain, d'un point de vue purement tactique, c'est la logique de survie immédiate qui prévaut. Le Hezbollah et Israël savent très bien que le temps politique à Washington n'est pas le temps militaire sur le terrain. Ce n'est même pas simplement de l'hypocrisie, c'est l'acceptation que les négociations au sommet et les frappes au sol sont devenus deux outils qu'on utilise en même temps, et non plus l'un après l'autre. Cette simultanéité, c'est vertigineux. Et cette même logique, on la retrouve directement dans le détroit d'Ormuz en ce moment. La tension entre les États-Unis et l'Iran atteint vraiment un point critique. Sous les ordres de Donald Trump d'agir de manière très agressive contre les bateaux iraniens, ceux qui sont soupçonnés de poser des mines, un blocus naval américain arrête des dizaines de navires. Et il y a un troisième porte-avions qui arrive sur la zone. Un troisième, oui. C'est massif. C'est un verrouillage pur et simple. Et la conséquence directe, c'est que le pétrole dépasse instantanément les 105 $ le baril. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers avec la géographie du coin, on pourrait se demander pourquoi une telle flambée ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres routes maritimes possibles ? Si on regarde la géographie pure, la réponse est non. Le détroit d'Ormuz, c'est vraiment ce qu'on appelle un point d'étranglement stratégique, un choke point en anglais. À son point le plus étroit, ça fait à peine une trentaine de kilomètres de large. C'est minuscule. Ah ouais, 30 km, c'est rien du tout pour des supertankers. C'est rien. Et pourtant, il y a environ 20% de la consommation mondiale de pétrole qui passe par ce petit couloir. Donc, quand un troisième porte-avions américain se déploie là-bas, ce n'est pas juste, une démonstration de force diplomatique. C'est l'insertion d'une masse militaire gigantesque directement dans une artère économique vitale pour la planète. Ça coince tout, en fait. Exactement. Le baril à 105 $, ce n'est pas de la simple spéculation de trader.
C'est la tarification algorithmique directe du risque d'un infarctus énergétique mondial. Et face à cette pression monumentale, l'Iran exige la levée du blocus avant même de s'asseoir à la table des négociations. Mais en même temps, fait très intéressant, leur ministre des Affaires étrangères se rend au Pakistan. C'est la théorie des jeux en pleine action, non? Totalement. C'est le jeu classique, ce qu'on appelle le jeu du poulet en stratégie. Ah oui, les deux voitures qui foncent l'une vers l'autre. Voilà. Imagine deux voitures sur une petite route de campagne fonçant droit l'une sur l'autre. Le premier qui donne un coup de volant pour éviter le crash, il a perdu, c'est lui le poulet, le lâche. Sauf que là, les voitures, ce sont des flottes navales lourdement armées. L'Iran cherche une profondeur stratégique du côté du Pakistan pour montrer qu'ils ne sont pas isolés. Pour dire, regardez, on a des amis, on ne déviera pas. C'est ça. Ils maintiennent leur trajectoire face à Washington. Et la stratégie américaine de pression maximale, de son côté, elle table sur le fait que l'économie iranienne va craquer avant qu'un incident militaire irrémédiable ne se produise. Mais dans le jeu du poulet, le danger, c'est que si personne ne dévie au dernier moment, l'impact est juste catastrophique. Surtout avec un tel niveau d'armement. Et au milieu de tout ce chaos régional, de ce jeu de poker menteur, une information extrêmement sensible vient de faire surface. Et elle révèle, je trouve, la vulnérabilité très humaine derrière ces décisions monumentales. Tu parles de la santé de Netanyahou ? Exactement. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vient de révéler avoir été soigné en grand secret pour un cancer de la prostate à un stade précoce. Il affirme que la tumeur a été retirée avec succès, mais le point clé, c'est que la maladie a été totalement cachée pour cause de guerre. On parle d'un niveau de secret d'État absolu, là. C'est fascinant, parce que ça soulève une question majeure sur la biopolitique moderne. En temps de crise, le corps d'un chef d'État, ce n'est plus, disons, une entité médicale privée. Ça devient un actif stratégique de sécurité nationale. Si on montre une faiblesse, on montre une faille dans l'armure du pays. Précisément. Révéler une faille physique, c'est risquer d'altérer la capacité de dissuasion de tout un pays. Historiquement, plein de dirigeants ont caché de graves maladies. Mais à notre époque, avec les réseaux, les fuites constantes, les lanceurs d'alerte, réussir à maintenir le secret absolu sur une intervention oncologique, ça montre à quel point la bulle de sécurité autour d'un dirigeant peut être rendue hermétique face à une menace perçue comme existentielle. C'est clair. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si ce niveau de contrôle et de secret fonctionne au sommet de l'État, le système s'effondre totalement à sa base. Et c'est ce qui relie cette géopolitique sous haute tension à notre scandale militaire du jour. Ouais, la transition est parfaite. Les systèmes institutionnels n'arrivent tout simplement plus à contenir la pression de l'intérieur. Nos sources rapportent l'arrestation d'un soldat des forces spéciales américaines. Il est soupçonné d'avoir parié près de 400 000 $ sur des plateformes de prédiction en ligne. Et comment ? En utilisant des informations classifiées concernant une opération potentielle impliquant le président vénézuélien Nicolás Maduro. Ça, c'est une bascule historique dans la nature même de ce qu'est le renseignement et même de la trahison. Mais attends, pour que tout le monde suive, expliquons comment ça marche concrètement. Beaucoup pourraient se dire, c'est juste un pari, c'est comme jouer au casino sur un match de foot. En quoi est-ce que ça devient une menace aussi gigantesque pour la sécurité nationale américaine ? Il faut vraiment comprendre le mécanisme de ces marchés de prédiction décentralisés. Sur ces plateformes, les utilisateurs n'achètent pas des actions d'une entreprise classique, tu vois. Ils achètent des parts sur la probabilité qu'un événement précis se produise. Donc on parie sur l'avenir de l'actualité. Voilà. Par exemple, la question sur le site pourrait être « Maduro quittera-t-il le pouvoir avant le mois prochain ?» Si beaucoup de gens parient oui, le prix de trade-part monte. Et ça reflète une probabilité perçue, disons, de 80%. Or, si d'un coup, un soldat qui a accès à des plans de déploiement hyper secrets injecte soudainement 400 000 $ sur le oui, l'algorithme va complètement s'affoler. exactement. L'algorithme va faire bondir la probabilité de manière spectaculaire à la vue de tous. Donc le vrai danger, ce n'est pas seulement qu'il gagne de l'argent de façon illégale, comme un délit d'initié, c'est que cette variation ultra soudaine des cotes sur le marché public agit comme une énorme alarme rouge. Précisément. Les services de renseignement étrangers, ils n'ont même plus besoin d'essayer d'infiltrer le Pentagone avec des espions traditionnels qui prennent des risques fous. Ils n'ont qu'à brancher des logiciels d'analyse de données sur ces marchés de paris en ligne. Un mouvement de fonds massif et inexpliqué sur une question géopolitique précise, ça devient une source ouverte de renseignements tactiques. Waouh ! Le soldat, dans l'histoire, il n'a sûrement pas voulu trahir son pays par idéologie.
Il a juste voulu monétiser son accès privé à l'information. L'information militaire est purement devenue un actif financier liquide. C'est en fait la privatisation involontaire du secret d'État. C'est ahurissant quand on y pense. Est-ce qu'on est face à l'équivalent moderne du délit d'initié de Wall Street, mais carrément appliqué à la sécurité nationale ? Cette incapacité d'une institution colossale comme